Allez, du coup, on va démarrer sur ce webinaire sur la sauvegarde externalisée. Donc, Christophe Bruno, je suis votre présentateur aujourd'hui. Je suis responsable commercial chez Ideline et je suis accompagné de Frédéric Boursier. Frédéric, si tu veux prendre la parole pour te présenter. Bonjour à tous, oui, je suis Frédéric Boursier, je suis directeur technique d'Ideline. Du coup, merci de nous accorder un petit peu de votre attention. Donc, le webinaire aujourd'hui est sur la sauvegarde externalisée et puis du coup, le sommaire va avoir lieu de cette manière-là. Donc, il y a une session de questions-réponses à la fin sur laquelle vous pourrez du coup nous poser toutes vos questions si besoin. On va démarrer juste sur un petit brin de contexte sur quelques cas d'entreprises qui se sont fait attaquer et qu'est-ce qui s'est passé sur du coup, la question que plusieurs entreprises se posent, voilà, sauvegarde locale ou sauvegarde cloud, pourquoi externaliser en quelque sorte? Et puis, on va se pencher un peu sur deux technologies de sauvegarde différentes. On va faire un point sur la sauvegarde Office 365 qui est souvent oubliée par les entreprises et qui pourtant a un enjeu assez important. Et puis, on finira du coup le webinaire avant la partie questions-réponses par une brève présentation de l'ESN que représente, enfin, qui est Ideline, hein, l'entreprise de services numériques. Donc, en termes de contexte, je vous ai proposé de comprendre un petit peu l'univers de l'adversaire. Avant ça, je vous propose de comprendre déjà notre propre univers à nous. Euh, Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis 2003 jusqu'à à peu près nos années contemporaines, on a tous connu en fait ces logos, ces applications, ces entreprises, et elles ont toutes un point commun, même plusieurs points communs. La première, c'est qu'on est quasiment tous utilisateurs de ces solutions. La deuxième, c'est que c'est des solutions qui sont valorisées des milliards sur les marchés financiers. Et puis, les deux autres points communs, c'est que le code source de ces applicatifs sont pas forcément ce qui fait leur valeur. Ce qui fait leur valeur, c'est les milliards de données qu'ils ont sur chacun d'entre nous et la population de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est simplement pour rappeler que la donnée, aujourd'hui, a une valeur marchande et si c'est pas pour vous, c'est éventuellement pour quelqu'un d'autre. Et la donnée, cette valeur marchande, parfois, il s'avère que les entreprises qui la possèdent se rendent compte de la valeur qu'elles ont au moment où ils la perdent. En l'occurrence, ça va être le sujet un petit peu de notre webinaire. Petit point très bref sur règlement RGPD, Règlement général de la protection des données, qui montre en fait une prise de conscience au niveau européen sur la valeur des données, notamment dans le contexte futur de l'utilisation dans l'intelligence artificielle. On entend encore plus parler en ce moment avec le buzz que fait ChatGPT, qui est une application qui d'ailleurs en ce moment connaît un des plus grands taux d'adhésion, enfin rapidité d'adhésion sur toute la planète. C'est l'application en fait qui a connu le plus rapide taux d'adhésion depuis l'histoire d'Internet. Euh, je pense qu'il est important de rappeler aussi ce point-là. De temps en temps, on fait des webinaires accompagnés. Et du coup, l'ANSSI en fait nous propose ces deux graphiques pour nous expliquer une chose, c'est que en 2020, enfin de 2020 à 2021, il y a eu en fait un tournant dans la piraterie, et notamment au niveau des cibles qui étaient attaquées. Avant, en 2020, on était aux alentours de 34% de PME, 24% du coup de collectivités territoriales et puis 24% d'entreprises stratégiques. Ce qui a changé beaucoup en 2021, c'est qu'on voit qu'il y a eu un report finalement des entreprises, des attaques qui avaient lieu sur des entreprises stratégiques vers les PME. Pourquoi ce report? Honnêtement, on peut faire seulement des spéculations, mais on peut imaginer simplement que les entreprises stratégiques sont mieux protégées et que les PME, la piraterie s'est rendu compte que dans les PME, c'était plus simple de rentrer et qu'en même temps, il y avait quand même de l'argent à se faire.
Ce graphique a un petit peu évolué en 2022. Je viens de le récupérer par le biais d'un collègue récemment. On voit que en fait la tendance est toujours la même, c'est-à-dire que la PME reste l'entreprise, enfin la structure la plus attaquée, mais on voit un regain aussi d'activité cyber de la piraterie vers les collectivités territoriales et locales. Euh, bon, on a quelques sujets aussi cette année sur des établissements de santé, hein, en l'occurrence par exemple l'hôpital de Corbeil-Essonnes où il y a eu des exfiltrations de données, je crois 11 gigas de données patients, hein, qui ont été, enfin de données générales et avec notamment des données patients qui ont été mises sur Internet avec une demande de rançon. Et ça donnait suite à une attaque par rançongiciel qui avait eu lieu quelques mois auparavant. Je crois que c'est l'attaque par ransomware, c'était en août, et puis en septembre, ils sont pris la deuxième vague, apparemment par le même groupe de pirates qui serait Logbit, un groupe de pirates russes. Petit point sur la criminalité, enfin la criminalité cyber. Ce qu'on peut en fait dire de ça, c'est que en l'espace de 7 ans à peu près, la piraterie a fait à peu près les mêmes progrès d'organisation, de civilisation entre guillemets, que l'humanité en plusieurs centaines d'années. Heu, En d'autres termes, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la piraterie a commencé, en fait, à s'organiser, à segmenter les tâches et du coup, à construire des réseaux. On a aujourd'hui affaire à des réseaux mafieux qui sont organisés, outillés, capables de déléguer des parties de piraterie, à d'autres groupes, de pirates. Hem Et du coup, en fait, on peut simplement imaginer ce que ça représente si on le transpose à notre monde moderne. Imaginons que par exemple, vous, bah, du coup, en tant qu'individu, vous cherchiez à construire une roue de voiture. Bah, il va falloir en fait que vous alliez extraire du pétrole, et puis après que vous alliez raffiner ce pétrole, que vous alliez trouver de comment faire des moules pour, voilà, pour faire votre pneu. Vous allez devoir ensuite faire la même chose avec du fer, et puis enfin, on peut imaginer tout le temps que ça peut prendre. À partir du moment où il y a une entreprise qui est spécialisée sur l'extraction, une autre qui fait du raffinage, et puis une autre qui fait voilà, les moules et tout ça, bah, on peut voir en fait l'efficacité qu'on gagne, les coûts aussi qui diminuent et une productivité qui permette de produire des pneus et des roues par centaines, voire par milliers par heure. Donc là, concrètement, on a sur la piraterie des personnes qui sont spécialisées sur la création de logiciels malveillants, d'autres qui sont spécialisées sur la création, enfin sur l'exploit ou plutôt pas l'exploit, mais la détection de failles et la publication de failles. On a carrément des cellules marketing aussi qui vont prendre les failles qui ont été détectées ou alors les bases de données qui ont été exfiltrées et les commercialiser sur le dark web. On a des spécialistes du blanchiment d'argent, bon, qui est encore plus facilité aujourd'hui avec notamment bah, les crypto-monnaies, en l'occurrence Monero, hein, qui est une crypto-monnaie réputée intraçable, plus intraçable que Bitcoin, hein, parce que Bitcoin, on sait que c'est quand même possible de retracer. Mais on peut aussi mettre ça en perspective avec bah, les efforts de Tracfin, hein, en fait, l'organisme qui permet en fait de lutter contre le blanchiment d'argent, qui nous explique que après, enfin, lorsqu'un virement part vers l'étranger, au bout de 2 pays déjà, ils sont incapables de continuer en fait à le tracer et du coup, il part dans la nature. Donc avec les crypto-monnaies, ça devient encore plus compliqué. Et puis si tout ça en fait s'organise, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait aujourd'hui la criminalité organisée en termes cyber représente 1500 milliards, soit 1,5 billion de dollars par an. Si on le met en comparaison avec le marché de la drogue, on se retrouve à presque 3 fois en fait le chiffre d'affaires du trafic de drogue. Donc si on reprend un petit peu ce que faisaient par exemple des personnes comme Pablo Escobar qui brassaient plusieurs millions par mois, bah, là en fait on peut se rendre compte que du coup au niveau du pirate, bah, le pirate voilà, qui se traîne dans ces réseaux-là en fait peut avoir des conditions de vie plutôt agréables. Quid des rançons? Qu'est-ce qui se passe bah, sur la France? Bah, en fait, les statistiques qu'on avait, donc ça reste que des statistiques qui sont à remettre évidemment en question parce que toutes les entreprises ne le disent pas. Mais du coup, il semblerait qu'à peu près 25% des entreprises françaises payent les rançons.
C'est un chiffre qui doit être certainement un petit peu plus important dans la réalité. Les rançons peuvent varier en fait de quelques. Alors avant, on voyait beaucoup de rançons aux alentours de 500 euros. Il y a en fait les chiffres varient vraiment de manière assez importante, de 500 à plusieurs millions d'euros, en passant par souvent des rançons aux alentours de 15 à 150 000 euros. Et puis il y a un chiffre qui est quand même aussi alarmant, c'est que parmi les entreprises qui payent, celles qui témoignent nous expliquent en moyenne récupérer 39, enfin en gros moins de 40% des données. Donc ça ne veut pas dire que 40% des entreprises récupèrent leurs données, ça veut dire que parmi les entreprises qui ont payé la rançon, elles ne récupèrent que 40% de leurs données. Donc pourquoi? Simplement parce que en fait, si vous vous mettez dans la peau d'un pirate, que vous construisez soit par exemple un ransomware, soit qu'on va un peu plus loin sur des systèmes un peu plus sophistiqués, mais sur un ransomware, bah, vous avez en fait développé le système qui va vous permettre de rançonner une entreprise. Parfois, bah, en fait, vous avez simplement, vous savez que vous allez l'utiliser une fois et puis disparaître dans la nature. Du coup, vous n'allez pas forcément déployer le système qui va prendre le temps pour déployer le système qui va permettre de déchiffrer les données. Puis il y a un autre aspect, c'est que envoyer la clé de déchiffrage de données, c'est aussi prendre un risque, c'est aussi s'exposer quand on est un pirate. Et du coup, c'est prendre le risque bah, au moment de cette communication de se faire arrêter. Du coup, on va rentrer dans les solutions, hein, puisque là, on a vu une partie plutôt un contexte voilà, qui est effectivement hostile, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on est dans ce contexte-là. Donc en fait, on parle de réduire la surface d'exposition et c'est à ce niveau-là en fait que la sauvegarde rentre en jeu. Ce qu'on va montrer ici, c'est les exigences des assureurs cyber. Donc en fait, si vous vous rapprochez d'une assurance cyber, vous verrez que la plupart, ou en tout cas celles qui sont généralement assez sérieuses et qui ont pignon sur rue, vont vous soumettre un questionnaire d'assurance cyber. Et dans ce questionnaire d'assurance cyber, ils vont vous poser tout un tas de questions pour essayer de jauger votre surface d'exposition. En fonction de ce que vous allez répondre, ils vont accepter ou non de vous assurer, ou éventuellement ils vont vous accepter de vous assurer, mais avec des primes qui peuvent être exorbitantes. Donc pour remplir en fait les conditions d'un questionnaire d'assurance cyber, ce qu'ils demandent c'est d'avoir une sauvegarde, évidemment, en local, que cette sauvegarde soit faite au minimum quotidiennement, et vraiment au minimum de manière hebdomadaire, hein, on passe dans le rouge là, que la sauvegarde soit testée manuellement. On sait que certaines sauvegardes, certains supports de sauvegarde, notamment les bandes magnétiques, bah, on est sur un taux de réussite à 73%, ce qui est très très peu, ce qui veut dire que dans 27% des cas, en fait, il est possible que votre sauvegarde sur bande ne soit pas fonctionnelle. C'est pour ça qu'on propose de faire des tests manuellement et idéalement à fréquence régulière. Maintenant, beaucoup d'assureurs demandent comme condition minimum une sauvegarde externalisée en dehors des murs de l'entreprise et chez un prestataire qui peut me montrer patte blanche, c'est-à-dire qui dispose de certaines certifications et qui montre aussi certains labels. Les assureurs cyber demandent aussi parfois un PRA-PCA, donc un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité, y compris un plan de communication interne et externe en cas de cyberattaque ou en cas de gros incidents. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là, bah, au moment où en fait l'entreprise se retrouve dans une situation très compliquée, qu'ils aient à la fois un plan de communication interne, c'est-à-dire qu'ils puissent parler en fait à leurs employés. Voilà pourquoi la police est dans les murs. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas travailler. Plan de communication externe, bah, prévenir en fait les clients, les fournisseurs ou les personnes qui attendent après l'entreprise, ou alors ou les personnes qui ont eu des données corrompues pendant l'attaque, les prévenir de ce qui s'est passé. C'est notamment la CNIL qui impose certaines conditions à ce sujet-là. Et puis, plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait redémarrer l'entreprise, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos employés, nos collaborateurs ne se retrouvent pas au chômage technique. La présence d'un firewall, idéalement un firewall avec des couches notamment anti-ransomware, hein. Des VPN pour les accès nomades. Évidemment, il est hors de question d'intervenir sur les serveurs, de se connecter aux serveurs par des choses comme TeamViewer ou des outils un peu de ce type-là. Il faut un VPN qui chiffre les communications. Une politique de mot de passe fort et changée régulièrement. De l'anti-spam, puisque 73% des attaques arrivent par mail.
Déjà, si vous réglez bien le sujet de l'anti-spam, vous réglez une grosse partie du sujet cyber, hein. De l'antivirus, des mises à jour et des patchs de sécurité sur les applications. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pas un humain qui s'en charge. Généralement, c'est un outil. Et cet outil, ça s'appelle souvent un EDR, puisque du coup, l'EDR va contribuer entre autres à ça, mais va aussi en fait chercher à intercepter du pirate infiltré, là où l'antivirus cherche plutôt en fait à bloquer des logiciels malveillants qui seraient sur la machine. Et puis un dernier point, c'est la sensibilisation de la direction et des collaborateurs. Donc c'est bien d'avoir des outils cyber, mais si en gros bah, on vous envoie un mail légitime qui passe au travers des anti-spam, puisque c'est un mail qui est tout à fait légitime, et qui va demander un virement en fait à votre directrice administrative et financière ou votre directeur administratif et financier, et que ce virement est exécuté, bah, concrètement vos outils de cyber ils n'auront pas servi à grand chose. Donc il existe pareil des outils pour la sensibilisation de direction et collaborateurs. Donc ce qu'on veut montrer ici, c'est que la sauvegarde est une des premières briques de cette réduction de la surface d'exposition. Elle est super importante, mais attention, aujourd'hui, avec notamment les sujets d'exfiltration de données, elle n'est plus l'unique barrière à mettre en place. Donc pourquoi externaliser? Bah, il y a plein de raisons, hein. Les entreprises qui externalisent, généralement, elles externalisent déjà parce qu'elles pensent au risque physique, l'incendie par exemple, la foudre, c'est arrivé sur une structure que j'accompagne où ils avaient des serveurs en local, ils ont pris la foudre, ça a tué le serveur et le PABX de téléphonie, qui sont retrouvés pendant 7 jours avec 3 magasins fermés, ça a été compliqué pour eux. Inondation, bah, c'est pareil, hein, ça vient toucher les serveurs, c'est un risque physique. Le risque humain, on y pense moins, mais concrètement, bah, il y a des cambriolages. Il y a des fois aussi des groupes d'adolescents ou de jeunes qui viennent éventuellement saboter. Ça peut être aussi des employés hein, qui viennent saboter bah, voilà, les locaux de l'entreprise. Et puis ça peut être un cas auquel on pense moins et qui pourtant est assez frustrant, c'est un employé qui était chargé de la sauvegarde, qui l'emmène sur un support physique à la maison et qui se retrouve en fait avec sa voiture fracturée et le disque dur de sauvegarde parti dans la nature. Et là du coup bah, les dirigeants ont un peu de mal à dormir après ça. Mais le risque le plus important, celui que AXA notamment nous a expliqué comme étant le risque prioritaire pour eux aujourd'hui, c'est le risque cyber. Donc pourquoi le risque cyber? C'est parce qu'en fait, dans la majorité des cas d'attaque qu'on peut voir, bah, si l'attaque est suffisamment sophistiquée, les NAS de sauvegarde, hein, donc la sauvegarde locale, est systématiquement attaquée en même temps que le réseau. Donc là-dessus, il y a une statistique qui montre aussi que un pirate, lorsqu'un groupe de pirates ou un pirate, on va dire, qui va faire une attaque un peu sophistiquée, lorsqu'il attaque une entreprise, il va rester en phase de reconnaissance pendant à peu près un certain temps et puis il va rentrer, il va réussir à s'infiltrer en fait sur les machines. Et généralement, sa période d'infiltration est d'au moins 5 mois. Donc pourquoi 5 mois? C'est parce que pendant ces 5 mois, il va avoir le temps de faire pas mal de choses, notamment d'exfiltrer de la donnée et tout ça, mais aussi il va essayer de déposer des backdoors, donc des portes dérobées sur les machines et laisser du temps passer pour que en fait ces backdoors passent à l'intérieur du cycle de sauvegarde. Parce que quand vous vous faites attaquer, le réflexe évidemment c'est de remettre une sauvegarde, la sauvegarde de la veille par exemple, voire la sauvegarde d'il y a une semaine pour être sûr. Sauf que lui, en fait, concrètement, s'il est en infiltration depuis 5 mois, bah, en fait, sa backdoor va revenir. Et on voit par exemple le cas, alors je ne sais pas exactement comment ça s'est passé à l'hôpital de Corbeil, mais ce qu'on peut voir, c'est que ils ont été réattaqués 3 mois plus tard après le ransomware. Donc il y a une autre statistique qui montre aussi que 71% des entreprises qui ont été attaquées une première fois sont attaquées dans les 3 mois une deuxième fois. Donc toutes les assurances préconisent et voire exigent une sauvegarde externalisée pour certaines. Et puis ils préconisent aussi de s'adresser à des prestataires qui sont labellisés experts cyber et certifiés ISO 27001. J'ai le cas d'un client par exemple qui héberge bah, sa sauvegarde sur un serveur qui est chez son prestataire, donc dans la maison du prestataire. On n'est pas forcément sur le summum, on va dire, de la cybersécurité à ce niveau-là. Donc voici maintenant deux technologies de sauvegarde, donc eVault et Vim. Frédéric, je vais te proposer de reprendre la main, hein. Donc, direction Ouais. technique qui va vous parler de ça. Mhm. Donc effectivement, on a deux solutions au catalogue à proposer pour externaliser la sauvegarde de manière automatisée, sans qu'il y ait de manipulation manuelle, euh, parce que bon, on peut toujours
avoir une possibilité de se dire qu'on va faire une sauvegarde sur un disque et l'externaliser. Maintenant, ça reste quand même relativement, d'une part compliqué à gérer, compliqué à faire au quotidien, puisque bah, la personne qui va être chargée de cette mission-là, il va falloir qu'elle soit hyper rigoureuse pour le faire régulièrement et ne pas oublier de le faire. Et puis bah, cette personne qui est chargée de cette tâche, elle peut être amenée à prendre des congés ou à potentiellement être en arrêt maladie. Euh, donc c'est vraiment un process manuel qui est très compliqué, enfin qui reste très compliqué à gérer. Donc nous, on va proposer des solutions d'externalisation automatisée des sauvegardes. C'est-à-dire que c'est le logiciel lui-même de sauvegarde qui, à la fin de sa sauvegarde locale, va déclencher une copie des données dans un data center au travers d'un lien qui va être sécurisé. Donc les données seront chiffrées pour pas, de manière à ce qu'elles soient pas interceptées sur le trajet entre bah, le site client et puis l'endroit où elles vont être coffre-fort dans lequel elles vont être sécurisées. Euh, puisque ensuite, à la fin, effectivement, elles atterrissent dans un coffre-fort et dans un data center qui est sécurisé, comme le rappelait Christophe juste avant, qui est notamment certifié ISO 27001, ce qui démontre la sécurité, enfin la gestion de la sécurité de l'hébergement. Donc ces deux solutions, la première est eVault, donc qui est plutôt orientée, alors petite volumétrie ou pas, mais en tout cas qui nécessite pas d'avoir d'infrastructure spécifique chez le client final. C'est un agent qui va se déployer sur les postes ou serveurs du client final et qui va transférer son jeu de sauvegarde automatiquement vers le data center. La deuxième solution, elle est effectivement, enfin, elle s'appelle sauvegarde Vim. Le terme que vous avez peut-être entendu, c'est Vim Cloud Connect, qui est un connecteur web en fait sur lequel l'agent Vim va se connecter pour externaliser sa sauvegarde. Vim historiquement est un, un acteur de la sauvegarde principalement des machines, enfin au départ des machines virtuelles. Ils ont étendu leurs services et leur catalogue d'outils de sauvegarde à la sauvegarde également des postes de travail, à la sauvegarde des serveurs physiques. Euh, donc sur cette offre-là, on va partir d'une infrastructure où le client, enfin, en général, a déjà du Vim installé. Donc une infrastructure qui va sauvegarder l'infrastructure de virtualisation et physique, comme je disais, du client sur un disque. Alors bien souvent un NAS qui est installé dans les locaux de l'entreprise. Et côté IDLine, on va proposer donc un service Cloud Connect qui va permettre dans le Vim d'aller paramétrer ce qu'on appelle un repository, un endroit de stockage des données, qui sera non plus le NAS en local, mais qui sera un service web disponible en SSL directement depuis le Vim. Donc, sur le Vim, on va paramétrer ce repository distant qui est un service web HTTPS. Et sur cette sauvegarde Vim en local, on va en fin de sauvegarde bien souvent dire bah, mon jeu de sauvegarde que j'ai réalisé sur le NAS, je veux faire une copie, donc un backup copie, à destination du repository distant. Donc c'est un service web qui est en HTTPS, donc on passe par du chiffrement SSL entre les deux. Et puis pour ne pas, enfin pour économiser ou en tout cas pour faire passer des volumes de données assez conséquents au travers du lien Internet, on va utiliser une technologie de compression et de déduplication qui s'appelle OptiOne de mémoire côté Vim, qui va permettre de compresser la donnée pour avoir le moins de données possible à faire passer sur le lien Internet qui est pas toujours hyper dimensionné. Donc Vim, en général, quand on est sur ce type d'offre, il est déjà installé chez le client final. Vim propose des solutions, enfin des solutions, oui, une solution de reporting ou en tout cas d'analyse des backups locaux. Donc on peut très facilement voir le volume de données qui est généré par Vim entre chacune de ces données incrémentales. Et puis en fonction du lien Internet, estimer la bande passante qui sera nécessaire pour pouvoir bénéficier et mettre en œuvre ce service-là.
Dans de rares cas, quand les liens internet sont pas suffisamment dimensionnés, on peut étendre la plage de sauvegarde, enfin en tout cas ne pas faire une externalisation quotidienne. Mais au minimum, c'est quand même ce qui est recommandé parce que comme l'a rappelé Christophe, les risques sont là, hein, que ce soit les risques physiques d'incendie, même de cambriolage, et puis les risques de menaces externes, informatiques et de cyberattaques sont également présents. Et il est important d'avoir une copie de ces données de production qui représentent la vie de l'entreprise, hein. Aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises, sans leurs données, elles ne peuvent plus du tout, enfin, elles sont à l'arrêt complet, quoi, hein, sans visu sur les stocks, sans visu sur les commandes en cours, sur les commandes fournisseurs. Donc c'est vraiment la priorité à mettre en œuvre sur la partie sécurisation d'un système d'information, cette externalisation de la sauvegarde, au moins d'être assuré d'avoir ces sauvegardes à l'extérieur. Juste pour finir sur Vim, quand même un petit peu avant de passer sur Evolt, Vim intègre un outil de restauration, notamment en mode sandboxing et de test de restauration. Donc ça aussi dans votre process de backup, c'est vraiment une très bonne pratique, voire même obligatoire, de procéder régulièrement à des tests de restauration, ne serait-ce que de contrôler que la donnée est bien disponible à distance, qu'elle peut être restaurée euh, de manière intègre, et que derrière même l'application, si vous sauvegardez un serveur qui héberge une base de données, s'assurer que la base de données est bien disponible une fois qu'elle est restaurée. C'est quelque chose aussi à faire et Vim propose de manière complètement intégrée à l'outil des outils qui vous permettent de gagner du temps sur cette phase de test de restauration. Merci Christophe, tu peux passer à Evolt. Donc Evolt, il peut être adapté quand le client final ou quand vous n'avez pas de sauvegarde Vim en place, par exemple, puisqu'il va nécessiter aucun prérequis, si ce n'est l'installation d'un agent sur les postes ou serveurs du client final. Evolt, c'est une société historiquement qui est un pure player de la sauvegarde en ligne. Ils ont breveté leur système de déduplication. Donc, déduplication, c'est pas de la compression, mais ça va réduire le volume de données qui transite sur le lien Internet. Et il peut être aussi adapté cet outil sur une problématique de lien à faible débit sur, par exemple, des agences distantes sur lesquelles il y a des petits serveurs, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de débit. L'outil va être très performant pour faire de l'incrémental continu, de manière à réduire vraiment la bande passante nécessaire pour faire des sauvegardes. Donc Evolt ne nécessite pas d'avoir une sauvegarde locale, il va permettre une externalisation complète et en continu, enfin en continu. C'est programmé, mais par contre, il y a que là le premier backup qui sera un backup complet, et ensuite ce ne seront que des backups incrémentaux. Et côté hébergement, donc là en bas sur cette slide, on va stocker la sauvegarde sur 2 points de disque en fait, hein, de NAS, 2 endroits de stockage de la sauvegarde, et l'outil va reconstituer des snapshots, des points de restauration en fait, hein, complets sur toutes les points de sauvegarde incrémentaux qui auraient pu être réalisés avant. Dans la solution précédente Vim, je ne l'ai pas précisé, mais on peut aussi être héberger la sauvegarde sur 2 data centers, hein. Le Vim Cloud Repository peut reposer sur un ou 2 de nos data centers. Et Evolt, puisqu'il n'y a pas de sauvegarde locale sur Evolt, on va systématiquement le mettre sur les 2 data centers. Sur les 2 solutions également, notamment pour la sauvegarde initiale, on va pouvoir faire une sauvegarde sur un disque physique, de manière à ne pas faire passer tout le flux de données initial par la bande passante, mais par transport physique de disque. Et l'opération inverse est également possible, c'est-à-dire que pour une restauration, par exemple en urgence, vous avez craché complètement votre infrastructure ou tout a été chiffré, on peut venir sur la partie data center, on est situé à Angoulême, hein, enfin, à côté d'Angoulême,
euh, recopier les données sur un disque externe et les rapatrier physiquement jusque chez vous pour gagner un peu de temps sur une restauration globale, on va dire. Merci Frédéric. Du coup, donc, on a deux types de sauvegarde. Dans les deux cas, on a une sauvegarde qui est sécurisée dans le sens où elle n'est pas sur le réseau LAN. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, pas sur le réseau LAN, en fait, pas WAN. Ce qui veut dire qu'elle est inattaquable par un pirate voilà, qui essaierait de l'altérer sur le réseau LAN. Les deux proposent de l'incrémentation, mais du coup, eVault permet d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là pour économiser de la bande passante. Les deux proposent de la granularité, qui permet de récupérer un fichier sans avoir à remettre en place enfin, redéployer toute la machine virtuelle. Les deux sont automatisés avec du coup une différence entre eVault et Vim. eVault, concrètement, Ideline s'occupe d'aspirer les données, du coup, on est responsable en quelque sorte de la, voilà, du bon fonctionnement des sauvegardes. Et sur Vim, c'est vous en fait qui automatisez vos tâches de sauvegarde, qu'on appelle des jobs sur Vim. Euh, et dans les deux cas, en fait, vous limitez les risques de perte parce qu'il n'y a plus besoin d'emmener un support physique à la maison, même si vous pouvez continuer à le faire éventuellement. Euh, avec du coup un point qu'a soulevé Frédéric, hein, c'est que il est important quand vous faites des grosses volumétries, notamment, de garder idéalement une sauvegarde en local en plus de votre sauvegarde externalisée pour une raison toute bête, hein, c'est que si jamais il vous arrive un gros pépin ou même un petit pépin, vous récupérez plus vite vos données si la sauvegarde locale n'a pas été touchée, plutôt que d'attendre soit de la télécharger depuis nos data centers, soit de mettre en place cette solution d'urgence, c'est-à-dire de faire sauter un technicien de chez nous dans sa voiture avec un disque dur chiffré qui récupère vos données pour vous le ramener en fait en main propre. Euh, hop. Petit sujet sur la sauvegarde Office 365. Je rencontre à peu près deux à trois entreprises par jour. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup se sont préoccupés de la sauvegarde classique, sauvegarde des données, mais très peu se sont occupés de la sauvegarde Office 365. Donc en fait, il y a un sujet, et pourquoi est-ce qu'elles s'en préoccupent pas? C'est que la plupart des entreprises que je rencontre n'ont pas conscience qu'il n'y a pas de sauvegarde sur Office 365. En fait, il y a une corbeille de la corbeille, mais avec une durée de vie qui est assez limitée. La preuve ici, hein, parce que des fois, ça m'arrive même d'arriver en rendez-vous et puis que du coup, mon interlocuteur ne me croit pas parce qu'il se dit c'est Microsoft, c'est pas possible qu'ils sauvegardent pas. Mais en fait, Microsoft est assez clair sur le sujet, hein, comme on peut le voir en bas à droite ici. Office 300, avec Office 365, ce sont vos données, vous les possédez, vous les contrôlez. C'est vraiment la phrase de Microsoft que vous pouvez retrouver sur leur site web à ce niveau-là. Donc là-dessus, il existe aussi une solution. Nous, on exploite notamment Vim, hein, encore une fois. Vim nous permet notamment de créer à nouveau un repository. Et puis, l'avantage aussi de cette solution, c'est qu'elle n'est pas très gourmande en déploiement, au sens où en fait, on va juste avoir besoin de connecter ça à votre tenant Microsoft, donc le portail de gestion de l'univers Office 365. Et de cette manière-là, après, on va paramétrer dans le tenant ce qui est à sauvegarder. En l'occurrence, l'éventuel SharePoint, si vous utilisez SharePoint en tant que système de partage de données entre vous. Les boîtes mail importantes en cas de prud'homme notamment, si vous avez un collaborateur par exemple qui part de l'entreprise et qui a envoyé des mails à vos fournisseurs pour se les récupérer avant de créer sa propre boîte ou pour plein de raisons, en gros avoir la sauvegarde des mails ça peut être important. Donc voilà, la sauvegarde Office 365 existe. L'une des manières les plus simples de le faire, c'est avec Vim et le déploiement est plutôt assez facile. Euh, on va terminer juste là-dessus avant de prendre peut-être quelques questions. Du coup, la structure qui vous présente ce webinaire s'appelle le groupe NVL. C'est un groupe qui a 35 ans d'existence. Ça fait aujourd'hui, on s'approche plutôt des 242 collaborateurs. Je vois que mon slide a un petit peu de retard. On a à peu près 3800 clients et on a des sites d'implantation qui sont localisés sur la petite carte à droite. Ce qui a une importance notamment pour la sauvegarde, puisque lorsque vous hébergez chez nous, vous hébergez généralement à Angoulême sur les deux data centers qu'on exploite qui sont les plus modernes, et non pas en Normandie ou du coup, à l'est de la France.
comme c'est le cas pour de plus gros opérateurs que nous, de plus gros hébergeurs. Euh, et du coup, ce groupe qui vous présente ce webinaire donc, a plusieurs activités. En l'occurrence, on a un intégrateur applicatif Sage et Cegid si on s'appuie sur la filiale IVLM qui se trouve ici. Vaelia propose de la formation sur les différentes thématiques de l'informatique. Ça peut aller de l'admin 6 à du code informatique, du langage de programmation, en passant par des choses peut-être plus basiques, par exemple de l'exploitation d'Excel, de Word pour des collaborateurs en interne chez vous, voire des choses un peu plus sympas comme du BI. Novancy est notre filiale infrastructure qui vend du matériel et puis fait des contrats de maintien en condition opérationnelle de salles blanches ou de serveurs. Et puis IDline est la filiale d'hébergement du groupe qui opère notamment de la cybersécurité managée, qui a du coup les data centers et qui est aussi opérateur à télécom. Donc ces deux métiers peuvent paraître loin, mais pourtant en fait ils sont complètement complémentaires l'un à l'autre, hein, puisque si on vous fournit de l'hébergement, que ce soit une sauvegarde ou des serveurs hébergés, ça peut être aussi agréable et confortable pour vous qu'on puisse aussi être en mesure de vous fournir le lien internet, comme ça en cas de problème, il n'y a pas de renvoi de balle avec SFR, Orange ou autre. Voilà, on est entièrement capable de vous répondre et de maîtriser la chaîne. Et du coup, la particularité du groupe, hein, c'est qu'on porte notamment deux labels qui sont importants dans le cadre de la sauvegarde. Ce sont ces deux labels-là. Donc celui-ci, je vais en parler brièvement parce que la police judiciaire, à chaque fois qu'elle intervient à nos côtés, ou l'ANSSI, martèle sur le fait que ce label est important. Donc c'est le label Expert Cyber, hein, le label de cybermalveillance.gouv.fr. Pour obtenir ce label, il faut en fait passer quelques tests, hein, qui démontrent notre connaissance, nos compétences sur les sujets cyber. Et puis il y a en fait quelque chose de beaucoup plus entre guillemets, alors pas contraignant, mais qui apporte encore plus de valeur en fait voilà, aux certifications. C'est la certification ISO 27001. Le titre en fait de cette certification, c'est Information Security Management, donc encadrement de la sécurité des données. Et en fait, dans le cadre de cette ISO, nous sommes audités fréquemment sur le niveau de diplôme des collaborateurs du groupe, sur les procédures qu'on a mis en place, sur le respect de ces procédures, par exemple pour éviter que un de nos collaborateurs aille farfouiller dans les données, à vous garantir en fait une confidentialité par voilà, tout un tas de procédures et puis d'audits à ce niveau-là. Et dernier point sur le prestataire que l'on est, j'aime bien présenter le scope technologique puisqu'il montre un petit peu la dimension du prestataire, ou plutôt la maturité du prestataire. On sait que par exemple un prestataire qui va être tout petit et qui va pas avoir forcément de personnel qualifié et tout ça ne pourra jamais par exemple commercialiser des solutions Cisco Meraki de MDM, de management, de mobile device management. Un petit prestataire entre guillemets qui n'a pas encore en fait fait ses preuves sur pas mal d'aspects, ne pourra pas en fait commander en gros des licences MDM auprès de Cisco. Donc en fait pour pouvoir justement faire partie des prestataires qui le font, il faut être capable du coup de démontrer des compétences, une certaine taille d'entreprise et puis du coup un certain volume de business aussi. Donc là aujourd'hui sur ce scope de partenaires, on peut voir que on travaille avec Vim par exemple, donc Vim dont on a parlé tout à l'heure, qui est le leader mondial de la sauvegarde. Des choses comme Fortinet et WatchGuard, hein, qui sont des technologies américaines de protection du réseau, hein, du firewalling, puis un peu de switch aussi. Des solutions comme F-Secure, qui proposent notamment des EDR parmi les plus perfectionnés du marché, hein. Secure, ça sécurise notamment les 8 plus grosses banques de notre monde, hein, et on sait que c'est dans le milieu bancaire que l'exigence cyber et le curseur est placé le plus haut. Voilà. Et puis on a quelques systèmes aussi assez perfectionnés, comme par exemple une chose comme Vectra qui permettent d'analyser on appelle de l'IA, qui va analyser des flux entre différentes infrastructures. On déploie plutôt sur des grands comptes.
enfin voilà, le webinaire est terminé. Ici, vous avez des coordonnées si besoin de nous joindre. Et puis l'idée, c'est que maintenant, on vous laisse un petit peu la parole si vous avez des questions. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous avez un petit panneau de questions dans l'outil. Donc ouais, dans l'outil Un petit GoToWebinar, en GoToWebinar. fait, vous avez un endroit où vous pouvez soit, bah, enfin, vous pouvez peut-être, je sais pas si on peut allumer les micros. Pas sûr. Ce que je pourrais ajouter de mon côté, c'est que c'est comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, si c'est les données, c'est la vie de l'entreprise qui est dedans et qui potentiellement en dépend en cas de sinistre. Parfois, il n'y a pas forcément besoin. Enfin, toutes les données, en tout cas, ne sont pas forcément critiques, hein. Les dossiers communs avec les photos d'un tel ou autre ne sont pas forcément critiques. Par contre, il y a bien souvent une base de données, que ce soit de comptabilité, de gestion, qui est vraiment critique et sans laquelle l'entreprise bah, met la clé sous la porte, hein. Malheureusement, ça arrive parfois dans certains cas. Euh, donc la solution Evol dans ces cas-là, notamment quand bah, les budgets sont un peu compliqués à aller chercher aussi sur ces sujets-là. Bah, peut-être parfois on peut réfléchir à réduire le périmètre et puis bah, si on a déjà on va dire la ceinture avec la sauvegarde locale, se dire que la base de données qui fait 20-30 gigas c'est déjà énorme. Eh bien on peut pour un budget tout à fait raisonnable, hein, qui doit correspondre au prix de l'abonnement d'un forfait téléphonique. Pour résumer, on peut déjà sécuriser et avoir cette bretelle de secours sur la sauvegarde de données critiques. Même si bien entendu, on conseillera plutôt de sauvegarder l'intégralité de vos données de production, mais parfois sur certains cas de figure, un petit agent Evolt qui tourne pour sauvegarder une base de données cruciale pour votre entreprise, ça peut être aussi une bonne pratique et une première marche. Du coup, À on a savoir que une question. Oh, pardon. Je crois que vas-y, je t'en prie, si on a une question. on a une question sur la facturation des sauvegardes. Donc, la facturation des sauvegardes, en fait, la question, moi, je vais la lire, hein. La facturation des sauvegardes est à la volumétrie, j'imagine. Pour Vim, faut-il une licence complémentaire? Donc, ça va un petit peu plus loin, en fait. La facturation d'une sauvegarde externalisée, elle se fait effectivement en partie sur la volumétrie, mais chez Vim, il faut aussi déclarer le nombre de machines virtuelles qu'on va sauvegarder. Donc ça, c'est le premier point. Ça va constituer en fait l'abonnement mensuel. Ensuite, il faut effectivement une licence Vim, mais du coup du côté de l'entreprise. Et puis en fait, si vous avez vous une licence Vim déjà côté entreprise, on peut utiliser en fait pour le Vim Cloud Connect notre propre licence côté data center. Donc vous n'avez pas besoin de deux licences, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir une licence sur l'entreprise et une licence chez Idealight. Le dernier point qui constitue la facturation, c'est que généralement vous avez des frais de déploiement qui consistent en fait pour le prestataire que vous choisissez à ouvrir finalement le repository et puis du coup à vous ouvrir votre univers d'hébergement, à vous aider à vous y connecter et puis éventuellement dans le cas où votre lien internet est insuffisant pour faire passer le premier jeu de sauvegarde, consiste aussi en une prestation de récupération physique sur site des données via un disque, un support chiffré. Et pour Evolt, c'est uniquement en fonction de la volumétrie. Enfin, il y a une brique d'entrée pour le déploiement de l'agent, et puis ensuite c'est en fonction de la volumétrie au mois le mois. Et du coup, Quentin, merci pour votre retour très, très sympathique. Il dit merci pour cette présentation très intéressante. C'est gentil. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on mette un terme à ce webinaire. Donc vous avez mes coordonnées sur le slide qui vous est affiché. N'hésitez pas si besoin. Voilà, à votre disposition pour en parler de manière peut-être plus intime. Au revoir. Merci à tous, bonne fin de journée, au revoir.